Bonjour à tous. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, notamment à distance, on va commencer la deuxième session. Pour ceux qui ont loupé la première, vous avez tout loupé puisqu'on vous a donné toutes les clés pour comprendre la réglementation autour de la base principale du SNDS. Et là, cette deuxième session, elle va être plus rapide. L'objet, c'est de faire des focus sur les procédures simplifiées. Vous savez, ce qui vous permet de zapper la CNIL. Donc, pour vous permettre de faire des focus sur les procédures simplifiées et bien de comprendre les tenants et aboutissants. Et je vais donc laisser la parole à Barine. Encore une fois, il y aura un petit questionnaire pour ceux qui sont en ligne. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et puis à commencer à maturer dans la salle pour la fin de session. Merci beaucoup. Alors, c'est parti, excuse-moi. Donc, c'est parti pour les MR. Et non, ça ne part pas du tout. Pause ou ça se passe? La technologie. Merci. Donc, on va vous présenter effectivement rapidement donc les référentiels. On va rentrer un peu plus dans le détail par rapport à la présentation succincte de tout à l'heure, donc sur les fameuses MR et qui permettent d'accéder au SNDS, avec un petit focus un peu plus important sur les MR 7-8 après, puisqu'elles sont plus récentes. Alors, donc, on est sur ce point, sur cette possibilité-là qui vous a été présentée tout à l'heure, la possibilité d'accéder aux données du SNDS dans le cadre d'un accès ponctuel, donc un accès sur projet. Vous avez un projet de recherche spécifique et vous voulez accéder au SNDS pour ce projet-là. Eh bien, donc, c'est ce qu'on va détailler dans cette formation-là. On commence donc par la MR4. Donc, je vous disais tout à l'heure que ce n'est pas forcément instinctif de réfléchir et de penser à la MR4 dans le cadre d'un accès aux données du SNDS, puisque, a priori, quand on regarde les conditions, le champ d'application de la MR4, quand on lit très attentivement la MR, ce que je suis sûre que vous faites assez régulièrement, donc quand on regarde le champ applicable, le champ d'application de cette MR, on voit assez rapidement qu'en fait, eh bien, alors cette MR exclut les recherches, études et évaluations qui nécessitent un traitement de données depuis des bases médico-administratives, donc le SNDS. Donc on exclut d'office le SNDS et en plus, le champ d'application exclut également les recherches, études et évaluations qui nécessitent un appariement avec la base principale du SNDS, mais de manière générale, un appariement avec même une autre base médico-administrative, ça ne fonctionne pas. Donc, a priori, l'appariement avec des données de la base principale du SNDS, ça constitue ce qu'on appelle, nous, un point de non-conformité au référentiel. Donc, on ne peut pas, normalement, appliquer cette MR dans le cadre d'un projet qui nécessiterait de telles données. Donc, ça, c'est pour le principe, et il reste applicable quoi qu'il arrive. L'AMR, elle a donc, puisque je rappelle, donc, tout le monde l'a lu ici. Donc l'AMR, elle détaille tous les principes qui vont lui être applicables. On a une finalité d'intérêt public qu'on va retrouver à chaque fois, puisque ça fait partie des principes clés du SNDS. Donc l'AMR reprend cette idée-là. On est forcément dans le cadre de l'AMR 4 sur de la réutilisation de données ou de traitement de données prospectifs. C'est aussi possible, mais en général, c'est quand même vraiment la méthodologie de référence qui va s'appliquer à la réutilisation, donc à l'usage secondaire des données de santé. Mais elle est également applicable, cette MR, dans le cadre d'un projet prospectif qui va concerner par le biais de questionnaires éventuellement. Donc en gros, on est sur de la recherche n'impliquant pas la personne humaine, généralement rétrospective, mais pas que. On a des catégories de données qui sont encadrées par la MR. Si vous êtes familier des MR 1, 2, 3, eh bien dans la 4, c'est pareil. On a vraiment des catégories de données qui sont visées, qui sont spécifiquement autorisées dans le cadre de la MR. Et dès lors que votre recherche sort de ce cadre-là, que vous souhaitez des données qui vont différer du cadre qui est posé, on va rebasculer sur le régime de l'autorisation. L'AMR, eh bien, parce qu'on est toujours dans le cadre d'un traitement de données à caractère personnel, elle pose un principe d'information préalable et individuelle. Donc, la personne doit être informée avant la mise en œuvre du traitement que ces données vont être utilisées et dans le cadre d'une information dite individuelle. Donc, il va falloir être en mesure de toucher individuellement la personne dont les données vont être utilisées dans le cadre d'un projet mis en œuvre sur le fondement de l'AMR. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'on a conscience que dans le cadre de réutilisation de données, on peut être face à un responsable de traitement qui n'est pas le responsable initial. Donc, il va récupérer un jeu de données et pour autant, il va falloir être en mesure d'informer individuellement. Donc, l'information individuelle, elle peut se faire soit parce qu'on a connaissance de la personne du RT, du responsable de traitement initial, et donc on va faire une information grâce à lui, par son intermédiaire. Et on a également la possibilité de passer par ce qu'on appelle, nous, un portail de transparence. Donc, c'est une modalité d'information qu'on vous encourage à développer depuis quelques années parce que ça nous permet de considérer
dès lors que la personne, au moment où on va mettre en œuvre le traitement initial, a été informée de l'existence d'un portail de transparence, donc d'un site web, d'une page web dédiée à l'information, dédiée aux projets qui sont mis en œuvre, on va considérer qu'après, une fois que cette information initiale a été faite, elle est autonome, la personne, pour aller rechercher les informations sur les éventuelles réutilisations et donc les nouveaux projets qui pourront être mis en œuvre. C'est ce qu'on appelle donc nous un portail de transparence et c'est ce qui nous permet par ce biais-là de considérer qu'on est face à une information dite individuelle. Donc après, ça évite de revenir sans arrêt vers la personne avec, je sais pas, une information papier ou peu importe, mais de passer par ce type de structure-là, d'interface qui permet donc de rentrer en fait dans le cadre de la MR4. Puisque sinon, je vous rappelle que le principe, c'est information individuelle. Donc sinon, il faut faire l'effort d'aller toucher la personne directement. La MR4, elle prévoit également la désignation d'un délégué à la protection des données, assez classique, et la tenue du registre des traitements. Donc on n'est pas sur un principe d'obligation dans le cadre de cette MR d'élaboration d'une AIPD. En revanche, après, voilà, on en appelle systématiquement et toujours le même principe à la responsabilité du responsable de traitement. Et donc, voilà, si vous êtes dans le cadre d'un traitement de données sensibles à grande échelle, bon, bref, vous voyez les critères d'application. Et si vous estimez que l'AIPD devient obligatoire à votre cas, eh bien, vous devez de toute façon réaliser cette AIPD. Et on a un principe qui rejoint le principe d'information, mais ici aussi de transparence. Donc, transparence des traitements, c'est finalement, on retrouve dans les MR, c'est assez logique, hein, tous les principes qui vous ont été présentés tout à l'heure, les principes généraux d'application au traitement de données du SNDS et au traitement de données à caractère personnel et encore plus spécifique aux données de santé qu'on a vu déjà tout à l'heure. Donc, comme je vous le disais, il est possible d'accéder à des données du SNDS par le biais de la MR4, mais de manière un petit peu détournée, puisque ça n'est possible que dès lors qu'on accède à des données qui sont déjà appareillées au SNDS. Donc, soit parce qu'on on va récupérer les données d'une base recherche, d'une étude elle-même déjà appareillée aux données du SNDS, et nous, on va réutiliser cette base-là, soit parce qu'on va réutiliser des données qui se trouvent dans un entrepôt de données de santé déjà chaînées au SNDS. Cette réutilisation-là, elle peut se faire dans le cadre de la MR4 et donc par le biais d'une simple, entre guillemets, déclaration de conformité à la MR. Hop. Donc, je vous le disais, en général, ce qui pêche dans le cadre de la MR4, et surtout quand on parle de données du SNDS, ça va être le problème, la difficulté de l'information préalable et individuelle. Donc c'est un principe, c'est le principe qui est posé par le RGPD et qui est applicable dès lors qu'on utilise des données de santé dont on est le responsable de traitement. Donc le principe de l'information individuelle peut malgré tout donner lieu éventuellement à une dérogation qui va devoir être pour le coup autorisée dans le cadre d'une autorisation CNIL. Pour le moment, parce qu'après, voilà, on tourne toujours dans le cadre d'une concertation sur la concertation a eu lieu sur les référentiels et donc on réfléchit après à faire évoluer nos référentiels. Donc, l'aménagement de l'information individuelle, donc je vous le disais, soit on est dans le cadre d'une utilisation, donc article 14, c'est-à-dire qu'on est un nouveau responsable de traitement qui va réutiliser les données déjà mises en œuvre par un autre responsable de traitement. Et donc là, l'information peut se faire par le biais d'une information éventuellement collective. Et lorsque l'information délivrée lors de la collecte de données a donc renvoyé vers un dispositif spécifique, le fameux portail de transparence, l'interface, le site web, la page web dédiée à cette information, nous, on va pouvoir considérer qu'on est face à une information individuelle et donc là, on n'aura pas de difficulté. Plus spécifique sur les données du SNDS, donc on rentre vraiment plus sur les MR qui sont strictement applicables ici aux données du SNDS, donc les fameuses MR 5 et 6 dans un premier temps, qui sont uniquement donc dédiés à l'accès au PMSI. Donc on vous les a présentés, je vous les ai présentés déjà tout à l'heure. Leur dernière mise à jour, elle date de 2018. Et les deux, donc elles sont, je ne reviens pas dessus, mais elles ont chacune un champ d'application spécifique en fonction de l'acteur qui va être concerné. Les deux reprennent à chaque fois des principes, des grands principes qu'on va de toute façon retrouver dans l'utilisation du SNDS. Toujours pareil, finalité d'intérêt public, le respect de l'interdiction de poursuite des finalités interdites qui vous ont été présentées tout à l'heure. Donc là, on va être encore plus vigilant, bien évidemment, quand on est dans le cadre de la MR6 qui donc concerne les industriels de santé, puisque ce sont surtout eux qui sont visés, ainsi que les assureurs, par les finalités interdites.
Les MR 5 et 6, elles prévoient une liste finalement de finalités qui vont pouvoir être poursuivies dans leur, quand on estime se conformer au cadre. Donc ce sont des finalités qui ont en tout cas été réfléchies pour être suffisamment larges pour permettre un certain nombre d'études, des études épidémiaux, médico-économiques, etc. Enfin, il y a plusieurs types de finalités qui sont décrites et qui normalement doivent permettre de faire entrer les traitements habituels, puisque l'idée de l'AMR c'est ça, hein, c'est encadrer les traitements habituels et permettre des procédures simplifiées. Donc logiquement, vous devez pouvoir vous y retrouver. Si ça n'est pas le cas, vous avez toujours la procédure d'autorisation. Et de toute façon, on est aussi là dans le cadre de la concertation sur les MR, dans une réflexion pour éventuellement faire évoluer le cadre. Et pourquoi pas les finalités si éventuellement on est passé à côté d'un grand champ d'investigation dans le cadre des MR 5 et 6. CMR, elle prévoit une consultation sans export des données depuis la plateforme sécurisée de la TIH ou bien via le CASD ou un environnement maîtrisé. Donc c'est le fameux nouveau vocabulaire, l'environnement maîtrisé qui doit être conforme au référentiel du SNDS. Donc on reprend les mêmes principes de sécurité qui vous ont été présentés. On est sur du SNDS, donc toutes ces mesures-là sont applicables et les MR5 et 6 ne prévoient pas la possibilité d'appariement avec d'autres données, donc notamment avec les données cliniques. Ce qui fait que ça ne veut pas dire que vous ne pouvez jamais faire ça, ça veut simplement dire que dans ce cas-là, il va falloir nous soumettre une demande d'autorisation qu'on va analyser et qui en général va aboutir. Hein. Vous pourrez mettre en œuvre votre projet sans trop de difficultés. On a toujours un principe de désignation d'un délégué à la protection des données et tenue de registre des traitements, les obligations qui sont attachées à la personne du responsable de traitement. Également une obligation de transparence. On est toujours ici sur les mêmes principes qu'on va retrouver à chaque fois puisqu'il s'agit de données du SNDS. Et là, par contre, on est sur un principe d'information collective puisque donc on est vraiment dans le cadre de réutilisation de données. L'information individuelle sur la constitution du PMSI, elle a déjà été faite en amont. Donc les personnes sont censées être individuellement informées de la constitution de cette base-là. Et dans le cadre de la réutilisation par donc un nouveau responsable de traitement, on admet un principe d'information collective. Et donc là, vous avez plusieurs moyens éventuellement de mettre en œuvre cette information-là par le site internet du responsable de traitement ou bien celui du responsable de la mise en œuvre, les deux. Et donc d'autres mesures qui pourraient être éventuellement applicables au cas spécifique de l'étude. Par exemple, une étude qui viserait une pathologie rare, éventuellement informée par le biais d'associations de patients, etc. C'est des choses qu'on voit et qui permettent normalement d'informer les personnes concernées. Donc c'est toujours... vu que c'est l'objectif, c'est toujours une bonne chose de réfléchir à la manière aux instruments et à la manière qu'on a de pouvoir toucher les personnes concernées. Donc le référentiel ESND, on continue. Je sais pas. C'est bon. Le référentiel ESND, donc pareil, je ne reviens pas sur le principe qu'on a évoqué tout à l'heure, mais là, on est vraiment sur l'accès simplifié à un échantillon des données du SNDS, ainsi que donc à des données agrégées du SNIRAM. Alors lui, pour le coup, comme il y a eu une modification, on est passé de l'échantillon généraliste des bénéficiaires à l'ESND, il a été adopté et donc il est plus actualisé, mais en octobre 2022. Mais on va de toute façon retrouver à peu près les mêmes principes. Les grands principes se retrouvent dans tous les référentiels, hein, c'est assez logique. Toujours une finalité d'intérêt public, l'interdiction de poursuivre les finalités interdites. De toute façon, on reprend les textes, hein, puisqu'on y est tous soumis de la même manière. Ici aussi, les finalités de traitement, elles sont encadrées et elles sont limitées par le référentiel. Donc l'idée, ça a été vraiment d'essayer de viser les traitements habituels, ceux pour lesquels on sait qu'il y aurait éventuellement beaucoup de demandes et donc de leur permettre d'être mis en œuvre directement par le biais d'une procédure simplifiée sans avoir à saisir la CNIL. Là aussi, on a pu passer à côté de certaines finalités éventuelles. On peut toujours passer par une demande d'autorisation ou faire une remontée d'informations auprès de la CNIL pour qu'on soit au fait des nouveaux usages, éventuellement des finalités qui pourraient intéresser des porteurs de projets. Donc il y a une procédure spécifique pour accéder à l'ESND par le biais du référentiel, puisque l'accès doit être approuvé ici par le HDH. Donc ça, c'est une procédure qui ne se retrouve que pour ce référentiel-là.
vous avez différents critères, différentes conditions qui sont posées à cette approbation. Notamment, il va y avoir une analyse de la pertinence scientifique du projet. Et de toute façon, tout ça, c'est détaillé après sur le site du HDH dans la documentation qui est accessible pour vous. On est sur du SNDS, donc encore une fois, le référentiel de sécurité s'applique. Et on est encore une fois ici sur un principe d'information collective, puisque de la même manière, on est sur de la réutilisation de données. L'information individuelle initiale a déjà été faite par la CNAM. Et donc, on admet une procédure, une information collective dans ce cadre-là. Et encore une fois, ici, c'est toujours pareil. C'est vraiment à vous de réfléchir aux modalités d'information, à la manière dont vous mettez ça en place et d'essayer de toucher les publics concernés. C'est toujours mieux. Et encore une fois, un principe de transparence sur les résultats. Donc, on passe ici aussi par le répertoire public de la PDS. Et ça, c'est de la même manière un principe qu'on va retrouver dans chacune des MR, chacune des méthodologies de référence. Donc, un point plus spécifique sur les MR 7 et 8, puisque donc, ce sont les dernières adoptées. Alors, un petit point sur le contexte de la création de ces méthodologies de référence. Donc, tout ce qui n'entre pas dans le cadre des MR 5 et 6 ou éventuellement de la MR 4 pour la réutilisation des données fait l'objet de demandes d'autorisation. Donc, ça nous permet, l'avantage, ça nous permet d'avoir connaissance un petit peu de ce qui est fait avec ces données, d'avoir des remontées du terrain, un petit peu de voir comment vous utilisez le SNDS. Et donc, évidemment, on s'est aperçu qu'il y avait une grosse demande d'accès à la base principale du SNDS. Et donc, d'où l'idée d'adopter ces méthodologies de référence 7 et 8 qui vous permettent donc d'avoir un accès facilité à ces données-là, donc à la base principale du SNDS et non plus seulement aux données du PMSI. Donc, on est sur un accès plus large, donc répondre à la demande des acteurs. Mais évidemment, comme on passe du PMSI à la base principale du SNDS, forcément, on a dû mettre en place aussi et mettre en œuvre des mesures des conditions d'accès qui permettaient de garantir un niveau de sécurité que réclame l'accès au SNDS. Donc on a toujours un niveau de sécurité assez important, mais qui nous permet quand même, heureusement, de continuer vers la simplification des démarches qui permettent d'accéder à la base principale du SNDS. Donc ce sont là aussi donc, des procédures simplifiées qui donc évitent de venir nous faire coucou et de passer par une demande d'autorisation auprès de la CNIL. Donc je vous le disais, on est sur la base principale du SNDS et non plus seulement sur le PMSI. Et on est toujours ici dans le cadre de traitements qui visent la recherche, des études, des évaluations dans le domaine de la santé, toujours dans le cadre donc, de recherche qui n'implique pas la personne humaine. Ces méthodologies de référence, donc, elles diffèrent très légèrement dans leur champ d'application des MR 5 et 6, puisque cette fois-ci ne sont plus directement visés les acteurs qui vont pouvoir en bénéficier, mais finalement la base légale qui leur permet de justifier de l'application de l'AMR. Donc l'AMR 7, elle s'applique aux personnes qui vont poursuivre une mission d'intérêt public, pendant que l'AMR 8, elle s'applique à ceux qui poursuivent des intérêts légitimes. Ça revient à peu près au même, simplement l'idée c'est d'englober, de ne pas viser spécifiquement l'acteur, mais parce qu'il peut y avoir un acteur privé qui dispose d'une délégation de service public par exemple, donc on est plus sur la base légale et la finalité du traitement plutôt que juste sur un critère organique. Mais bon, globalement ça revient à peu près au même. Donc sur les principales exigences, on a des principes communs à ces deux nouvelles MR et des principes qui vont être un peu plus spécifiques. Donc si on commence par les principes communs, on va retomber forcément sur les mêmes que ceux qu'on a vus jusque-là, puisque on est toujours sur du SNDS, donc on a toujours des règles spécifiques. Et puis de toute façon, en matière d'accès aux données de santé, on va retrouver ces principes de manière générale. Donc une finalité d'intérêt public et toujours l'interdiction de poursuivre des finalités interdites. Ça ne bouge pas. Là aussi, les MR 7 et 8 encadrent et listent les finalités de traitement qui vont pouvoir être poursuivies. C'est à peu près plus ou moins une reprise de celles qui étaient déjà visées par la MR5 pour la MR7. Et on a repris les finalités du référentiel ESND pour la MR8. Là, c'est un arbitrage qui a été fait en fonction des retours terrain, donc de ce qui a priori comptait pour les acteurs. Alors, par contre, petite nouveauté, mais qui reste en principe commun aux MR7 et 8, ces MR, elles exigent d'obtenir un avis expressément favorable du CSRS. Donc, je vous disais tout à l'heure, oui, on va vers une simplification des données, d'un accès aux données du SNDS, mais bon, qui dit base principale et non plus seulement PMSI, dit contrepartie. Ça fait partie de ces contreparties.
le fait d'avoir donc un avis expressément favorable du CESRES. Donc ça peut être un avis favorable avec recommandation, toutefois il doit être expressément favorable et donc ni réservé ni défavorable. Sinon, avec un avis favorable avec recommandation, vous pouvez donc poursuivre la procédure, seulement il va falloir documenter dans votre dossier les modifications qui ont été opérées pour répondre aux observations, aux recommandations du CESRES. Donc c'est un accès élargi aux données de la base principale du SNDS, donc toutes les composantes de la base sont concernées. Et alors la manière dont ça a été rédigé fait que toute évolution du cadre législatif et réglementaire emportera la validité de l'AMR sur ce point-là. Donc là-dessus, on n'aura pas besoin de faire de modifications. Dès lors qu'on est sur la base principale, les MR resteront applicables. Les MR, elles prévoient là aussi, comme tout à l'heure, donc une consultation des données sans export depuis un espace projet d'un environnement maîtrisé homologué. On est toujours sur le même vocabulaire, on fait toujours référence au référentiel de sécurité du SNDS, là-dessus ça ne bouge pas. Et comme pour les MR5 et 6, pas d'appariement possible. Si vous souhaitez apparier les données, on rebascule sur le régime de l'autorisation CNIL. Comme on l'a vu tout à l'heure, également désignation d'un délégué à la protection des données, tenue du registre des traitements. Et là aussi, comme on est uniquement sur un traitement de données du SNDS exclusivement, on est sur un principe d'information collective. On retrouve notre principe de transparence et donc la publicité des résultats et, sur le répertoire public de la PDS. Bon, tout ça, ça reste, peu importe la méthodologie de référence. Donc, ouais. Et ben, du coup, pour vous détailler un petit peu plus après les principes des MR, donc, et rentrer dans les points un peu plus divergents. Hop, non, on est toujours sur les points communs d'ailleurs. Mais donc, sur les engagements du responsable de traitement, je te laisse la parole. Je crois que ça marche celui-là. Je vais prendre le slide. Donc, concernant les engagements des responsables de traitement, évidemment, ils doivent s'engager à respecter l'ensemble des règles de la réglementation applicable relative au SNDS, mais également, il y a des éléments spécifiques, en tout cas qui sont spécifiquement indiqués dans les MR 7 et 8. D'abord, il faut que, ça c'est encore, il y a beaucoup de répétitions parce que c'est évidemment la cohérence de l'ensemble, c'est qu'il faut respecter, s'engager à respecter une finalité d'intérêt public, il faut respecter le référentiel de sécurité applicable au SNDS. Il y a également, on retrouve cette obligation de transparence, à savoir d'enregistrer l'étude dans le répertoire public du HDH, à la fois en amont, mais aussi une fois qu'il y a des résultats, une fois qu'elle est terminée, donc on publie les résultats et la méthodologie, et enfin de tenir un registre des traitements. Il y a le cinquième engagement, c'est d'obtenir l'avis expressément favorable du CESRES, comme ça a été dit tout à l'heure, de désigner un délégué à la protection des données, et aussi, ce qui est là un peu plus spécifique à ces méthodologies de référence, c'est de communiquer un bilan tous les 3 ans à la CNIL et au CESRES, faisant état des usages de cette méthodologie de référence durant cette période. Quelles sont les exigences communes liées à l'origine des données, leur nature et la durée d'accès? D'abord, les traitements doivent porter sur les données de la base principale du SNDS, avec une limitation, à savoir que la profondeur historique est de 9 ans, en plus de l'année en cours. Les données doivent être pertinentes, adaptées à votre traitement, aux besoins de votre étude. Ensuite, comme ça a été dit, il s'agit d'une consultation, il y a un accès à des données. Cet accès doit être limité à la donnée strictement nécessaire à la mise en œuvre de l'étude, et dans tous les cas, elle ne peut excéder 5 ans. Vous notez un astérix qui dit que ça peut exceptionnellement être prolongé pour une durée maximale de 2 ans sous réserve d'un avis du CESRES. Et il n'y a pas d'archivage qui peut être réalisé. C'est vraiment, on accède à des données de la base principale sur un espace protégé pour la durée du traitement, et ensuite, une fois que le traitement est terminé, les données ne sont pas archivées. En fait, elles sont conservées dans la base principale. Ensuite, doivent notamment être justifiées dans le protocole les catégories de données, la période de ciblage, les composantes du SNDS et la profondeur dont vous pouvez avoir besoin pour votre étude. Et
ce qui est à noter, c'est que les données doivent provenir exclusivement et directement de la CNAM. Donc il s'agit bien de la base principale hébergée par la CNAM qui peuvent être accessibles par CMR 7 et 8 et pas de, on a parlé tout à l'heure de système FIS, ce n'est pas une MR qui permet d'accéder aux données qui ont été déjà extraites dans un système FIS et qu'on pourrait accéder. C'est vraiment directement de la CNAM et aucune réutilisation des données n'est permise, ni appariement avec d'autres sources. Donc c'est exclusivement et directement les données de la CNAM. Il y a un certain nombre d'exigences qui sont communes aussi en termes de droits des personnes. Les MR 7 et 8 admettent que les responsables de traitement puissent se prévaloir d'une exception à l'information individuelle. C'est ce qui a déjà été développé tout à l'heure. Il y a une première raison qui est pratique, qui est que l'accès aux données les données de la base principale sont pseudonymisées d'une façon extrêmement sécurisée. Donc vous aurez beau essayer, vous n'arriverez pas à réidentifier les personnes. Et par ailleurs, il y a une information au moment de la constitution de la base principale, une information individuelle. Donc, pour ces raisons, dans le cadre de la réutilisation des données de la base principale, de l'AMR 7 et 8, une information collective est nécessaire. Cette information collective doit être faite sur le site internet du responsable de traitement, et il y a également des obligations complémentaires, l'obligation de transparence avec les informations sur le répertoire public du LZA Hub. À noter aussi que l'information collective doit comporter l'ensemble des éléments de l'article 14 du RGPD. J'ai dit un peu les choses dans le désordre, mais j'ai tout dit, c'est ce que j'étais en train de vérifier. Ensuite, il y a des exigences liées à la confidentialité, à la sécurité et l'hébergement des données. Je fais cette slide ou tu veux que je prenne la main tout de suite? Ouais, ok. Donc, pour que le traitement soit conforme à l'AMR et au référentiel, il doit respecter un certain nombre de mesures de sécurité. Elles sont répertoriées et dans le référentiel de sécurité du SNDS, donc qui est applicable dès lors qu'il y a des données du SNDS, et dans cette MR 007 et 008. Autrement dit, les mesures prévues dans l'AMR sont une déclinaison, sont évidemment en cohérence avec le référentiel de sécurité, et elles imposent entre autres la réalisation d'une AIPD, une gestion des habilitations et des accès, et la mise en place d'opérations de pseudonymisation. Alors, il y a quelques éléments de sécurité qui sont précisés effectivement dans l'AMR par rapport au référentiel de manière générale. Déjà, il y a un point sur la souveraineté. C'est que l'hébergement doit respecter la condition d'être sur le territoire de l'Union européenne. Donc ça, c'est un point à ne pas négliger. Sur les aspects sécurité, confidentialité, il y a le volet homologation, forcément. Et là encore, si on veut utiliser un système dans le cadre de l'AMR, il faut que cette homologation soit à jour et n'ait pas expiré. Donc ça, c'est vraiment important. Et n'est pas expiré pendant toute la durée de l'étude. Parfois, l'étude va au-delà de l'homologation qui est produite au moment de l'autorisation. Ça veut dire aussi que le responsable de la plateforme s'engage à renouveler l'homologation jusqu'à la fin de l'étude, évidemment. Et puis, il y avait aussi un élément parce que à l'époque, on a écrit les MR, les systèmes FIS homologués commençaient à balbutier. Donc, on a souhaité à ce que, pour qu'on puisse utiliser un système homologué dans le cadre d'une EMR, la CNIL ait au moins jeté un œil dessus une fois. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un premier projet qui arrive où on va regarder en détail le système et son homologation, et si le plan d'action est correct, etc. Et à partir du moment où on a autorisé ce premier projet, après avoir expertisé le système FIS et la qualité de son homologation, derrière, tous les autres projets vont pouvoir l'utiliser dans la limite des 3 ans, justement, à cause du renouvellement. Donc, voilà, on est sur un contrôle à 2 niveaux, en quelque sorte. Il faut que la CNIL ait quand même regardé une fois. Après, ça va peut-être être un peu modifié dans les retours d'expérience, mais voilà, l'idée encore, c'était qu'on n'avait pas encore totalement structuré l'écosystème par rapport à ces différents systèmes FIS, donc on souhaitait garder un petit peu la main sur ce qui était fait, surtout que les premières homologations qu'on avait vues n'étaient pas tout à fait conformes. Justement parce que homologuer, c'est, on l'a dit à la session précédente, mais je refais une passe rapide. Homologuer, c'est un acte formel. Ça suppose de réunir une commission d'homologation avec un dossier de sécurité, avec une analyse de risque, avec une analyse d'impact sur la vie privée,
une checklist de conformité au référentiel SNDS, un compte-rendu des risques et des risques qui demeurent. Il reste toujours un niveau de risque, mais il faut les accepter et les accepter éventuellement avec un plan d'action pour les corriger à moyen terme, s'ils ne sont pas trop graves. S'ils sont trop graves, on ne peut pas les accepter. Donc c'est tout ça qu'il faut être capable de mettre en place dans son organisation interne quand on crée un système homologué et à maintenir ça dans la durée avec en plus un représentant juridique qui va signer en attestant que le système est conforme. Donc voilà, c'est pas complètement anodin. Bon, maintenant c'est, je pense, un exercice un peu plus rodé qu'au moment où on avait écrit les MR, mais en tout cas c'est un point important. Et le nouveau référentiel de sécurité remet une couche encore sur les homologations, donc c'est pas quelque chose qui va disparaître. Également par rapport à ça, quand on a écrit les MR, on a un peu anticipé le nouveau référentiel de sécurité du SNDS, donc on a précisé quelques points. Par exemple, le vieux référentiel ne parlait pas du tout d'espace projet sur des plateformes, il parlait uniquement de système FIS au sens unitaire, alors que depuis on a vu des acteurs qui se sont structurés pour créer des plateformes qui vont héberger plein de projets différents de manière homogène et en assurant la sécurité, un peu comme un hébergeur de données de santé, si vous voulez. Ça devient un peu globalisé. Donc ça, ce n'était pas pris en compte dans l'ancien référentiel. Les MR sont sortis avant le nouveau. Donc on a un peu anticipé sur ces rôles, les responsabilités, sur les espaces projets, la surveillance des traces, etc. Sur la gestion des incidents et des violations également, on a un peu précisé qui doit faire quoi en termes de sécurité. Également le fait que si on a une plateforme qui gère plusieurs projets, on l'a dit, chaque projet doit avoir une pseudonymisation différente, mais également doit avoir un cloisonnement. Un chercheur d'un projet A ne doit pas avoir les données de son collègue, il n'est pas autorisé a priori à le faire, donc la plateforme n'est pas totalement ouverte, elle est silotée, il y a des silos, chaque équipe de recherche voit ses données uniquement. Donc voilà, on a précisé ces éléments-là qui, depuis, sont traduits, je pense, à peu près dans le nouveau référentiel de sécurité. Donc vous ne verrez pas de particularité aujourd'hui, mais voilà, c'était utile à l'époque. Et le point important, c'est renouveler et revoir l'analyse des risques sur toute la durée du projet. Et je repasse la main sur la finalité pour les MR7. Donc là, on a vu des exigences qui étaient communes au MR7 et au MR8. Là, on va voir des exigences qui sont plus spécifiques. Et notamment en termes de finalité de traitement, pour la MR007, il y a des finalités qui sont un peu plus larges que pour la MR008. Donc, pour rappel, la MR7, c'est intérêt public et MR8, intérêt légitime. Donc, en termes de finalité, vous avez donc la finalité d'intérêt public, évidemment, une finalité qui doit s'inscrire dans les finalités autorisées, mais encore plus spécifiquement, dès lors que vous souhaitez mobiliser la MR007, il faut s'inscrire dans les finalités suivantes. Donc, elles sont listées, je ne vais évidemment pas les lire toutes, mais il y a l'évaluation comparative de l'offre de soins ou des activités de soins, description et analyse de parcours de pathologie. Il y a également des éléments qui sont plus spécifiques à la gestion hospitalière, les travaux de modélisation, simulation, planning et logistique hospitalière. Donc voilà, un certain nombre de finalités. Et vous avez les finalités spécifiques à la MR 008. Donc vous voyez, en partie similaire, simplement, c'est plus réduit. Donc il y a aussi ici les évaluations comparatives de l'offre de soins et activités de soins, description et analyse de pathologie, aussi les études médico-économiques ou épidémiologiques. Une autre spécificité par rapport à la MR 008, c'est la nécessité, l'engagement du RT à recourir à un LRBE, donc laboratoire de recherche ou bureau d'études. Pour tout traitement réalisé dans le cadre de cette MR, le responsable de traitement a l'obligation de recourir à un LRBE qui s'est déclaré conforme auprès de la CNIL à un référentiel qui détermine les critères de confidentialité, d'expertise et d'indépendance qui sont fixés par un arrêté du 17 juillet 2017. Et donc, ce qui est important de noter, c'est que le RT n'accède pas directement aux données de la base principale. C'est le LRBE qui accédera aux données à sa place.
Il faut aussi noter, évidemment, et c'est cohérent, c'est que le ERT ne doit pas avoir de lien d'intérêt avec le LRBE. C'est évidemment cohérent avec le référentiel d'indépendance auquel le LRBE doit s'être déclaré conforme. Et le LRBE doit également respecter le référentiel de sécurité du SNDS. Du coup, vous l'avez compris, dans les MR 7 et 8, donc, qui vous permettent d'avoir un accès facilité à la base principale du SNDS, l'acteur clé, ça va être le CESRES. Donc on en a parlé tout à l'heure, mais on va le redire parce que la répétition, c'est toujours bien. Donc vous allez pouvoir avoir accès aux données uniquement si ce dernier donne un avis expressément favorable. Donc il va falloir qu'il se prononce. Cet avis peut être favorable ou favorable avec recommandation. On a vu tout à l'heure, il y a 4 types d'avis: favorable, favorable avec reco, feu vert, réservé, il faut revoir le projet, défavorable, il y a tout à revoir. Donc là, il va falloir absolument qu'il se prononce et qu'il émette ce go d'avis favorable. Il va intervenir sur les mêmes dimensions que l'on a vu précédemment, à savoir l'intérêt, le caractère d'intérêt public de la finalité, les objectifs poursuivis, le rationnel, la méthodologie mise en œuvre, l'adéquation entre les données demandées au regard des objectifs, la pertinence de l'historique demandé. Évidemment, on est encore sur des bases, même si elles sont encadrées dans le cadre des MR, c'est 9 ans plus l'année en cours. Est-ce qu'on justifie cette importance, et également les identifiants potentiellement sollicités, en tout cas les identifiants, vous en avez 5, est-ce qu'ils sont légitimes au regard de l'enjeu de la recherche. Quand il y a un avis favorable, facile, vous pouvez mettre en œuvre vos traitements, après évidemment mise à disposition des données. Quand l'avis est favorable avec recommandation, dans le cadre de cette procédure, vous vous engagez à les prendre en compte dans leur entièreté. Autrement dit, ça veut dire que vous allez devoir ajuster les protocoles qui sont soumis en marque de révision pour intégrer les recommandations et faire les ajustements afin de répondre aux recommandations proposées par le comité. Évidemment, ces recommandations, en général, ça va être des natures sur des éléments de précision. En aucun cas, la recommandation peut porter sur un périmètre de l'extraction qui va être demandé. Autrement dit, la nature des données, l'ensemble des données que vous voulez demander ne peut pas être modifié par une recommandation. Si, par exemple, le CESRES estimait que l'historique que vous demandez est trop important ou pas assez, ça serait un point de réserve parce que l'extraction, l'ensemble des données que vous voulez demander va être modifié. Et ça ne peut pas être porté simplement par une recommandation. Donc, faire bien attention quand vous allez compléter les éléments et préciser le périmètre de données que vous allez avoir. Vous allez être sur une structure de dossier relativement similaire à celle de la demande d'autorisation, sauf que la pièce qu'il n'y a pas, c'est la demande d'autorisation par définition. Donc vous avez un protocole scientifique, c'est à peu près le même template que pour les demandes d'autorisation, un résumé, des expressions de besoin. Alors attention, parce que je vous ai dit, c'est très important quand vous allez la compléter. Et dans le cadre des MR7 et 8, c'est carrément fondamental. C'est-à-dire que si vous avez un delta entre, imaginons, vous voulez une population des données entre 2013 et entre 2015 et 2023, et que dans l'expression de besoin, vous dites 2013 et 2022, c'est ce qui est marqué dans l'expression de besoin qui fera foi. Donc, il faut vraiment la compléter, la soigner aux petits oignons, elle est essentielle. Donc, cette dernière, normalement, le périmètre de cette dernière, quand elle passe au CESRES, vous ne pouvez en aucun cas la modifier s'il y a des recommandations. Vous avez évidemment les déclarations d'intérêt. On va vous demander le récépissé de la conformité à soit la MR7, soit la MR8. Pourquoi ? Parce que au moins, quand vous déposez votre projet, on s'assure que normalement, vous l'avez lu et que vous savez quels sont les tenants et les aboutissants. Et puis, vous avez également, ça, on vous a fait une petite checklist pour que vous vérifiez que tous les points d'attention qui sont demandés, notamment par le CESRES, sont effectivement documentés. Comme ça permet d'améliorer l'expertise et la qualité des dossiers. Donc tout ça est évidemment soumis à des templates qui sont disponibles sur le site internet. Évidemment, avant de rentrer dans cette logique-là, la première chose, on lit l'AMR, on lit toutes les dispositions et on s'assure qu'on rentre bien dans ce cadre-là, puisque ce n'est pas notre rôle et ça ne sera pas le rôle du CESRES de vérifier que vous répondez en tout point à la méthodologie de référence. C'est une responsabilité qui vous incombe et quand vous soumettez, on considère que naturellement, vous remplissez toutes les conditions. Et puis si jamais il y en a une qui ne va pas, c'est pas grave, on passe par une autorisation CNIL. Vous avez vu, ils ne sont pas méchants, donc on peut le faire. Pour vous permettre
de soumettre un dossier avec plus de facilité. Comme pour les demandes d'autorisation, on a fait tout un package, toute une documentation qui est mise à votre disposition pour vous accompagner pas à pas. La première, c'est on vous a fait une checklist de conformité. Alors, vous pouvez les prendre vous pouvez aller prendre les MR7 et 8 qui sont sur les J-France. Elles sont un peu plus sympas, un peu plus lisibles. Hein, voilà. Elles vous permettent point par point de voir si vous répondez ou si vous ne répondez pas. Donc ça, c'est la première étape à réaliser quand vous voulez mobiliser cette procédure. Comme ça, vous dites « Ok, j'ai checké, c'est bon ». Et puis ensuite, vous avez un guide méthodologique qui va vous permettre d'identifier quelles sont les pièces à soumettre. C'est celle que je vous ai indiquée. À noter que quand vous utilisez ce type de procédure simplifiée, vous vous engagez à transmettre un bilan sous 3 ans à la CNIL et au CESRES. Et également, pour vous faciliter la vie, il y a un template qui existe, qui est à votre disposition et qui sera de votre responsabilité à compléter dans 3 ans. Bon, on a un petit délai, mais voilà pour information à prendre en compte. Comme pour le reste, vous avez tout est sous template, comme je vous l'ai indiqué, et même pour les notices d'information collective. On essaie vraiment de vous simplifier la vie au maximum. Vous avez une note d'information collective individuelle pour majeurs et pour mineurs à reprendre sur le site internet du responsable du traitement, voire du responsable de mise en œuvre le cas échéant. Comme ça vous permet d'être complètement dans les clous. Et puis, si on en vient sur les jalons, on est sur une procédure simplifiée, donc ça va aller vite. Alors, la première chose, donc on lit l'AMR, on est bon, on a fait la checklist, on est super content. Ça va vite, c'est de votre côté. Après, on fait l'engagement de conformité à la CNIL. On fait qu'un engagement, on ne fait pas autant d'engagements de projet que de projets. Quand on a fait l'engagement, ça vaut pour toutes les études. Donc, ce n'est pas la peine d'en faire beaucoup. Ça augmente les chiffres, mais en fait, voilà. Donc, un engagement, et il vaut pour toutes les études qui seront couvertes par ce référentiel. Une fois que vous avez fait cet engagement, vous soumettez le dossier auprès du HDH qui est sur le guichet et le secrétariat du CESRES. Le CESRES a toujours 1 mois pour se prononcer, éventuellement renouvelable 1 mois, mais souvent, c'est dans l'essentiel du temps, c'est un mois. Il va se prononcer, avis favorable avec recommandation go. Si c'est recommandation, vous nous transmettez les éléments ajustés parce que vous vous êtes engagé, vous vous souvenez, vous vous êtes engagé dans le cadre du référentiel. Donc, les éléments ajustés. Si c'est favorable, allez, on y va directement. Et puis ensuite, on va faire tous les éléments autour de la transparence. Donc, en fait, quand vous soumettez votre dossier, ça va alimenter automatiquement le répertoire public du HDH. Donc, ça, l'obligation de transparence, elle est faite d'entrée au moment de la soumission. Et puis ensuite, on va transmettre vos dossiers pour pouvoir mobiliser les données et faire les travaux avec vous d'extraction. Et une fois que vous avez terminé, il ne faudra pas oublier de nous partager les résultats et les méthodologies associées. Toujours, quand vous êtes sur des données du SNDS, vous avez l'obligation de transparence. Donc, on viendra vers vous à l'issue de l'étude si jamais vous avez oublié, mais il faudra nous la partager. Et puis, d'ici l'étude est réalisée avant 3 ans, excusez-moi. 3 ans, il ne faudra pas oublier de nous transmettre le bilan. Donc, vous voyez, vous êtes sur une procédure où réglementairement, ça peut aller extrêmement vite. Le plus gros délai, c'est là. Et grosso modo, le temps le maximum, ça va être ici, quand vous allez réfléchir à votre projet. Donc, vous êtes sur un accès réglementaire base principale du SNDS qui, en 1 mois et quelques cacahuètes, peut vous permettre d'avoir les autorisations, en tout cas les autorisations au point de vue réglementaire. Et tous les acteurs publics et ou privés sont concernés. Alors, juste petite précision, dans le cadre de la MR8, donc c'est les acteurs privés, je simplifie, les acteurs privés qui passent par un bureau d'études. La MR7, c'est des acteurs publics. Vous savez, il y a des accès permanents dont on a parlé lors de la première section. Et dans le cadre des accès permanents, on a une liste d'organismes, l'ensemble des équipes de CHU, l'ensemble des équipes du CNRS, INRIA, etc., qui ont ces accès permanents. Donc, la MR7, elle n'a pas beaucoup d'intérêt pour eux puisqu'ils peuvent utiliser cet accès permanent pour réaliser la recherche. Donc, on va dire que la MR7, pour les organismes publics, c'est surtout pour ceux qui ne sont pas listés dans le décret. Les deux ne se combinent pas. Si vous pouvez accéder directement, faut être un peu masoud pour utiliser la MR7 en plus. Voilà pour la petite précision qu'on n'avait pas nécessairement apportée. Et puis, on va revenir sur les ressources, parce qu'on travaille, on documente pour vous, donc autant les valoriser. Donc, il y a plein de formations qui sont accessibles à vous, qui sont ouvertes. Je refais de la pub sur le MOOC SNDS. Il y en a 4, allez les voir. Et puis, également, les autres ressources, tout ce qui est texte réglementaire, allez vous référer, c'est toujours la base. Il y a également différents forums ou sites où vous pouvez permettre des réponses dans une logique de mutualisation, également à valoriser autant que possible. Enfin, on est là pour répondre à vos questions, comme d'habitude.
Et je crois que c'est terminé. Voilà. Alors, je vous propose de commencer par les questions posées en ligne. Valérie, on a déjà une question pour toi. Notamment l'articulation que tu viens d'évoquer entre la MR7 et les accès permanents. On a 2 questions sur le sujet. Alors là, on a même une question sur la MR6, donc l'articulation entre la MR6 et les accès permanents. La MR6 est-elle également applicable à des projets directement portés par les laboratoires de recherche type UMR, unité mixte de recherche, CNRS, INSERM? Alors, CNRS et INSERM ont un accès permanent à l'ensemble de la base principale du SNDS. Donc non. En plus, la MR008, elle est vraiment destinée aux industriels de santé pour utiliser les données du PMSI via un bureau d'études. Donc pas du tout pour des organismes publics. Si les organismes publics, notamment, ont un accès permanent type INSERM, CNRS, INRIA et tous les autres, on passe par les accès permanents. C'est beaucoup plus simple et la MR6 ne répond pas à leurs besoins. Autre question, on a question pour un champion. Même chose pour les CLCC, Centre de lutte contre le cancer. Donc l'articulation entre la MR7 et les accès permanents, mais tu as répondu en partie à cette question. Oui, c'est la même logique. Les équipes de recherche des CLCC ont accès permanent à l'ensemble de la base principale du SNDS sur les 19 ans plus l'année en cours avec accès aux variables sensibles. Donc c'est beaucoup mieux que de l'utiliser puisque vous avez cet accès. Dès lors que vous réalisez une étude dans le cadre des missions de votre établissement, évidemment, vous pouvez passer par l'accès permanent plutôt que de solliciter la MR007 qui a un périmètre plus limité puisque vous avez un accès à 9 ans plus l'année en cours. Une autre question, je vous laisse décider qui va y répondre. Où trouver le modèle de bilan dans le cadre des MR7 et 8? Sur le site, comme ça a été dit tout à l'heure par Valérie, il y a un modèle de bilan qui est disponible sur le site internet du Dual Data Hub. Onglet Starter Kit MR7 ou MR8. Alors, je crois qu'on a une question pour toi, Eric, qui est assez longue, donc je vais essayer de la résumer. Concernant la MR6, dès lors que les données extraites sont uniquement des données anonymisées, peut-on considérer que le responsable de traitement n'est pas lié par les obligations de durée de conservation? Idem pour le responsable de la mise en œuvre qui a recours au CASD, par exemple. En effet, mon raisonnement est qu'ils ne peuvent pas extraire de données personnelles du CASD, donc ils n'ont pas d'obligation de supprimer les données personnelles du PMSI puisqu'ils n'y ont pas accès. Excuse-moi, j'ai pas pu résumer la question. Mais je pense que c'est sur l'extraction des données du CASD et sur les durées de conservation des données extraites. J'ai l'impression que la question mélange 2 trucs. C'est qu'il y a le traitement de données qui est effectué sur le portail. Donc là, on a accès à la base, on traite, et tant qu'on a besoin de lancer des calculs dessus, on est dans les questions de durée de conservation. Et après, il y a l'extraction. Mais l'extraction, en général, elle est plutôt à la fin pour publier les résultats. Donc c'est pour ça que la question est bizarrement formulée. Donc c'est sûr que si on sort des données anonymes et qu'on a vérifié qu'elles le sont, elles sortent du champ du RGPD. Mais anonymiser les données, c'est un traitement de données. C'est ce que Manon rappelait dans la première session. Donc traiter des données à caractère personnel pour en générer des données anonymes, c'est un traitement de données à caractère personnel. Donc c'est soumis aux mêmes questions de durée de conservation, etc. Donc tant qu'on a besoin des données sources SNDS, elles sont soumises à la durée de conservation. Même si on en extrait des données qui ne sont que anonymes, on a encore la main sur les données sources. Donc, Et théoriquement, on peut extraire du CASD et de la plateforme et de la solution technique du HDH que des données anonymisées. Effectivement, dans ce cas-là, lorsque les données répondent aux critères qui ont été mentionnés ce matin ou que le risque de réidentification est nul, effectivement, le RGPD ne s'applique plus. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. Et j'avais une question que je vais me poser à moi-même. Dans le cadre d'une étude sur un registre constitué où le patient a reçu une information individuelle que ces données pourront être réutilisées dans le cadre d'autres partenariats, faut-il prévoir une nouvelle information de ce patient? Alors là, je pense qu'on vise le cas où le patient a été informé que ces données pourraient être réutilisées à des fins de recherche, sans précision sur la finalité de ces nouveaux projets de recherche, et auquel cas, c'est pour ça que depuis 2018, on encourage très fortement les responsables de traitement à mettre en œuvre un portail de transparence qui sera alimenté au fil de l'eau avec une nouvelle information relative à chacun de ces projets de recherche. Et nous, dans ce cas-là, on considère qu'il s'agit d'une information individuelle parce que les personnes concernées ont été informées individuellement de la réutilisation de leurs données à des fins de recherche. Elles ont été informées
qu'elle pourrait prendre connaissance de ses projets de recherche via un portail de transparence. Et là, auquel cas, si ce portail de transparence est bien mis en œuvre, on respecte les conditions, les modalités d'information prévues par l'AMR 4. Vas-y, je t'en prie. Sous réserve que les autres conditions soient remplies. C'est un point hyper important que Manon souligne et qui est souvent méconnu, qui est porté par la MR004, et ça peut vraiment vous changer la vie. Quand vous constituez une base de données, si au moment de la constitution et de l'information relative à cette constitution, vous informez les personnes qu'ils pourront être informés de l'ensemble des études au fil de l'eau via un portail de transparence, alors ça veut dire de le prévoir et que vous mettez le lien où ça sera. Et bien après, vous n'avez pas d'information individuelle à faire. Donc ça vaut vraiment le coup, quand vous constituez une base de données, à réfléchir à cette souplesse qui peut vous faire gagner énormément de temps dans de la réutilisation. Enfin, c'est un point qui paraît comme ça, mais il est fondamental en termes de démarche, en termes d'obligation d'information. Voilà, excusez-moi. On a une dernière question pour Eric. Est-ce qu'on peut traiter le NIR dans les MR? La réponse est non, pas pour l'instant. Donc effectivement, de la même manière que pour les homologations, les MR 7 et 8 ont été écrites à un moment où tout le monde ne maîtrisait pas encore complètement les circuits d'appariement, et on attendait aussi de publier les fiches pratiques. Donc maintenant, ça va être un petit peu plus simple. Dans les futures versions des MR, on pourra sûrement s'appuyer sur ces nouvelles fiches pratiques pour dire, voilà, si vous utilisez tel circuit, alors vous êtes conforme. Mais aujourd'hui, non, c'est pas prévu. C'est même expressément exclu du champ de l'AMR. Donc, si vous souhaitez faire un appariement, il faut pour l'instant passer par la CNIL. Ça peut aller assez vite. C'est-à-dire, si vous êtes conforme en tout à l'AMR, sauf sur l'appariement, bon, on va juste regarder la partie circuit d'appariement. Et si vous avez choisi un des circuits, on va dire officiels, publiés il y a quelques mois, ça va aller encore plus vite. Mais effectivement, pour l'instant, il faut faire une demande d'autorisation. Oui. On va passer aux questions dans la salle, si vous en avez. Merci beaucoup en tout cas pour ces présentations extrêmement claires. J'avais une question sur la MR006 et sur le rapport d'audit externe qui était prévu à la base, qui, d'après nos informations, s'est un peu assoupli, et je voulais savoir si on pouvait utiliser le rapport d'activité de la MR008 pour faire ce bilan MR006. Je peux répondre, Marine, ou je le fais? Effectivement, c'est un vieux nanar, hein, le rapport d'audit. Oui, on peut dire qu'à terme, l'objectif, c'est de remplacer ce fameux rapport par le bilan prévu par la MR008. Donc, si vous nous envoyez un bilan, au lieu de nous envoyer le rapport qui était prévu dans la MR006, on n'ira pas vous sanctionner, si c'est le seul manquement. Merci. Pour revenir sur le sujet du portail de transparence, un cas d'usage moi que je vois souvent sont des organismes privés, par exemple, qui veulent lancer des recherches et qui nouent des partenariats avec des centres hospitaliers un peu partout, alors en France ou dans le monde même, qui ont pu collecter des données, des échantillons dans le cadre du soin, et qui vont mettre à disposition ces données de manière secondaire pour des recherches. Pour le portail de transparence, donc, on n'est pas à l'origine de la collecte des données. Ce sont des tiers multiples qui ont pu collecter les données, parfois longtemps dans le cadre de soins, et qui conservent les bases et les échantillons dans leur biobanque, etc. Est-ce que ça fonctionne aussi, en fait, de passer par ces tiers pour faire l'information et nous-mêmes mentionner le portail de transparence dès lors qu'on n'est pas au niveau de la collecte, mais qu'on est beaucoup plus tard pour faire des utilisations successives dans le cadre de recherches multiples de ces données? Ou est-ce qu'il y a d'autres recommandations pour ces cas qui sont quand même assez particuliers, où ce sont des données qui ont pu être collectées il y a longtemps, même les collecteurs sont plus forcément en contact? Alors là, je pense qu'on tombe dans l'article 14.5 du coup, mais est-ce qu'il y a un peu des recommandations sur ces sujets-là, parce que ça va être des cas de plus en plus communs, j'imagine? C'est bon, ça fonctionne. Alors, il y a deux choses dans ce que vous venez de dire. Il y a la question de qui alimente le portail de transparence,
Et typiquement, lorsqu'il y a un entrepôt de données de santé qui a été constitué avec la mise en place d'un portail de transparence, je pense qu'il est bien que figurent sur ce portail de transparence toutes les études qui sont mises en œuvre, que ce soit à l'initiative du responsable de traitement de l'entrepôt, que des études qui sont à l'initiative d'autres responsables de traitement. Donc comme ça permet de centraliser l'information au sein d'un même portail. Donc ça, c'est sur la partie plutôt portail de transparence comme vecteur d'information individuelle. Et il y a le portail de transparence aussi comme vecteur d'information collective. Et ça, c'est lorsque l'existence du portail de transparence n'a pas été portée. Lorsque les personnes concernées n'ont pas été informées individuellement de l'existence de ce portail de transparence. Et là, effectivement, on travaille, notamment dans le cadre de la concertation sur les référentiels, à des cas d'usage qu'on pourrait potentiellement intégrer dans la MR 004 pour permettre des dérogations à l'information individuelle. Mais comme le disait tout à l'heure Eric, les référentiels ont vocation à encadrer les traitements les plus usuels. Donc, il faut qu'on ait des critères très objectifs. Voilà, dans l'hypothèse où la CNIL prévoirait une dérogation à l'information individuelle, il nous faut des critères très objectifs. On en a reçu quelques-uns. Dans le cadre de la concertation sur la MR 004, on est en train d'analyser ces retours, mais j'ai bon espoir qu'on arrive à avoir des critères très objectifs, mais il faut aussi avoir en tête qu'on ne pourra pas prévoir un cas de dérogation à l'information qui n'est pas prévu par le RGPD, parce que c'est souvent... C'est une petite musique qu'on peut entendre de temps en temps, à savoir il fallait prévoir une dérogation pour des motifs éthiques. Sauf que le RGPD ne prévoit pas de dérogation à l'information pour des motifs éthiques. D'ailleurs, qu'est-ce que l'éthique ? Est-ce que, dans certains cas, on peut dire qu'il n'est pas éthique d'informer individuellement les personnes ? Enfin, c'est ce que certaines personnes disent. Dans d'autres cas, on peut dire que les personnes sont contentes de savoir que leurs données peuvent être réutilisées à des fins de recherche. Donc voilà, c'est encore un exemple parmi tant d'autres. Dans l'hypothèse où la CNIL prévoirait des cas de dérogation dans la MR 004, ça serait uniquement une reprise des hypothèses prévues par le RGPD, parce que la CNIL n'a pas le pouvoir de prévoir d'autres cas de dérogation. Et sur la question des efforts disproportionnés, parce que souvent, sur la question de la dérogation à l'information individuelle, ce qui est invoqué par le responsable de traitement, c'est le fait que la fourniture d'une information individuelle ferait peser sur lui des efforts disproportionnés. Là, on va tenir compte de l'ancienneté des données, on va tenir compte du nombre de personnes concernées, mais là encore, il faudrait qu'on ait des critères objectifs et qu'on arrive à se mettre d'accord avec une bonne partie de l'écosystème pour pouvoir l'intégrer dans la MR 004. Et comme le disait Valérie tout à l'heure, effectivement, le portail de transparence, c'est très, très important, surtout dans l'optique de la mise en place du règlement sur l'espace européen des données de santé qui va largement démocratiser l'accès à un grand nombre de données de santé. Donc, d'où l'intérêt de prévoir d'emblée, lorsqu'on peut faire une information individuelle, la mise en place d'un portail de transparence. Ça vous coûtera des sous au départ, mais ça facilitera grandement la réutilisation des données. Bonjour, merci aussi pour cette présentation. Je m'interroge toujours sur l'information des personnes, surtout dans le cas de la recherche. Enfin, c'est une interrogation. Hein. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un site officiel, public, qui serait mis à la disposition de n'importe qui pour avoir eu cette information, parce que même le RGPD, là vous parlez de recherche qui date de 9 ans, etc. Donc le RGPD, bon, information des personnes existait, mais je pense qu'en France et même en Europe, hein, on n'était pas tous, entreprises, organismes, focalisés sur cette importance d'informer les gens. Ça pouvait être fait un peu n'importe comment. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un site aujourd'hui officiel où tout un chacun pourrait aller consulter justement et savoir, ben voilà, moi potentiellement je peux faire l'objet d'une recherche par tel ou tel établissement dans ce but. Là, je ne comprends pas dans l'intérêt des personnes pourquoi ce n'est pas mis en œuvre ce genre de choses. Alors, est-ce qu'il y a une volonté pour, je ne sais pas, moi justement, problème de confidentialité peut-être, mais si ça doit être public, enfin, je ne sais pas, ça m'interpelle en tout cas. Ça m'a coupé le micro. Ah non, c'est bon. C'est une très bonne question. Alors, effectivement, on y travaille. La question, c'est aussi à date, ça n'a pas été prévu tel quel par le législateur français. Donc, le législateur français pourrait très bien estimer qu'il est nécessaire de créer un gigantesque portail de transparence qui permettrait de lister toutes les études mises en œuvre en France. Après, la question, le portail de transparence a pour vocation de permettre aux personnes de prendre connaissance des projets de recherche pour lesquels leurs données vont être réutilisées et pour leur permettre aussi d'exercer leurs droits. Et donc, il va y avoir aussi la question indépendamment de la complétude des informations figurant sur ce portail de transparence, il y a aussi la question de la possibilité pour les personnes concernées d'identifier les projets de recherche qui les concernent. Parce que si on a un énorme portail de transparence avec tous les projets de recherche mis en œuvre en France, et on en a plusieurs milliers par an, comment permettre aux personnes concernées d'identifier les projets
qui les concernent pour, le cas échéant, exercer leurs droits. Et là, c'est un vrai travail qu'il faut mettre en place. On a la question du répertoire public du HDH. On travaille en lien avec le HDH pour faire en sorte qu'il s'agisse d'un portail de transparence conforme aux exigences du RGPD, mais effectivement, c'est quelque chose d'assez compliqué, étant entendu qu'on le voit déjà au sein des différents établissements, c'est déjà très compliqué de mettre en place un portail de transparence avec des filtres. Vous avez certains organismes, notamment Unicancer, qui ont mis en place au sein de leur portail de transparence des filtres, et là, il suffit de dire, voilà, j'ai été pris en charge entre telle année et telle année dans tel centre, et là, on peut identifier pour quel projet de recherche nos données ont été réutilisées, et ça, c'est très, très important, parce que juste avoir un portail de transparence sans pouvoir filtrer les traitements qui nous concernent, je pense qu'il y a le portail peine à atteindre l'objectif qui est de favoriser l'exercice des droits des personnes. Mais je crois qu'Yacine veut compléter. Oui, je voudrais compléter sur ce sujet-là. C'est vrai que présenter comme ça, c'est très attrayant comme portail. Je pense qu'il faut distinguer plusieurs choses. Il y a les aspects un peu opérationnels qui ont été un peu expliqués. Il y a les aspects juridiques aussi. D'une part, en France, on a un équivalent, ça ne va pas aussi loin que ce que vous dites, mais il y a le répertoire public du Health Data Hub qui comprend l'ensemble des projets qui réutilisent les données du SNDS, dans lequel vous avez donc un certain nombre d'informations qui sont disponibles, et ça, c'est un portail centralisé. Et vous avez également dans le futur espace européen des données de santé un équivalent de portail centralisé au niveau de chaque État membre, dans lequel seront répertoriées l'ensemble des études menées dans cet État. Ensuite, donc ça c'est sur le plan juridique, quelles sont les obligations de transparence et où serait l'information. Mais ensuite, il y a d'autres questions qui se posent et qui sont plus ouvertes, c'est comment on donne l'information, quels sont les filtres et qui pourraient ou pas être utiles à mettre en œuvre et dans quelle mesure ça peut être conforme avec les dispositions du RGPD. C'est en effet pour cela qu'on travaille avec la CNIL sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Je voudrais rebondir sur le point des MR004, finalement un peu réutilisables à l'infini. J'avais compris que le principe, quand on constituait une base de données avec une MR004, c'était qu'elle était pour un usage unique. Et si on devait constituer une base de données pour pouvoir la réutiliser pour plusieurs finalités et pour plusieurs projets, à ce moment-là, on entrait plutôt dans le registre des entrepôts de données de santé, avec un référentiel de sécurité et de gouvernance extrêmement important. Est-ce que du coup, à travers ce que vous dites, le principe, c'est d'encourager la constitution de MR004 un peu ombrelle, qui vont permettre d'avoir des bases de données qu'on peut réutiliser indépendamment des entrepôts? Ça, c'est bon, ouais. Je pense qu'il y a une légère confusion sur le terme de MR004 ombrelle. L'idée, c'est que sous couvert d'un même engagement de conformité, on peut réaliser en effet plusieurs études, mais ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez constituer une base de données que vous allez réutiliser plusieurs fois. Vous pouvez tout aussi bien accéder plusieurs fois à des extractions mises à disposition dans d'autres bases de données qui seraient, elles, par exemple, des entrepôts de données de santé. Tout à l'heure, quand je parlais de réutilisation dans le cadre de la MR004, l'objectif n'était pas de détruire la typologie recherche entrepôt et le faisceau d'indices qu'on a construit qui est sur notre site internet. L'objet était de dire que lorsque on constitue un entrepôt de données de santé ou lorsque on souhaite mettre en œuvre un essai clinique dont on sait, ou une cohorte dont on sait qu'elle a un intérêt scientifique majeur, il faut anticiper les usages secondaires en mettant en place un portail de transparence. C'était plutôt ça l'objet de mon propos. Et ainsi, ça facilitera grandement, lorsqu'on voudra réutiliser ces données dans le cadre de recherche n'impliquant pas la personne humaine, la conformité vis-à-vis de la MR004, parce qu'on n'aura pas besoin de renvoyer un courrier aux patients pour les informer de l'existence de chaque projet de recherche. Mais là, vraiment, l'objectif, ce n'était pas du tout de remettre en cause la dichotomie recherche-entrepôt, que vous avez très justement rappelé. Et il y a aussi un cercle très vertueux pour ne pas du tout passer devant la CNIL, pour reprendre ce que disait Marine tout à l'heure. Il y a le fait de constituer un entrepôt de données de santé avec le consentement des personnes, moyennant une information individuelle, et le fait de mettre en place un portail de transparence, donc de dire aux personnes, ben voilà,
Je recueille votre consentement pour constituer cet entrepôt de données de santé. Et si vous voulez prendre connaissance des projets de recherche qui seront mis en œuvre dans le cadre de cet entrepôt, allez voir ce site internet et vous avez de grandes chances quand même de cocher un certain nombre de cases de la MR004, notamment celles relatives aux modalités d'information, et ce qui fait que pour les réutilisations, vous n'aurez pas non plus besoin de passer devant la CNIL. Donc on est vraiment dans un cercle vertueux. Après, je conçois très bien que parfois, il n'est pas possible d'informer individuellement les personnes au départ, mais voilà, quand c'est possible, faites-le et mettez en place un portail de transparence parce que ça facilite grandement les usages secondaires qui vont être exponentiels avec le règlement sur l'espace européen des données de santé.